Imaginez une partie de ping-pong. Mais une partie à 20 joueurs, tous des intellectuels de haut vol. C'est une bonne image, ça. C'est celle qu'a utilisée un scientifique autrichien Heinz von Foerster, en arrivant aux États-Unis en 1949. Il assiste à une conférence et ça ne ressemble à rien de ce qu'il connaît. Pas de programme rigide, pas de présentation lue mot à mot. Non, juste un flux. Un flux ininterrompu de dialogues, de doutes, d'hypothèses. Il disait que c'était comme si 20 esprits brillants se renvoyaient une seule et même balle, à une vitesse folle. Et on est en plein dans notre sujet, ces fameuses conférences Macy. 10 rencontres entre 1946 et 1953 qui ont réuni une véritable constellation de penseurs. On parle de qui, par exemple? Oh, on avait des mathématiciens comme Norbert Wiener, John von Neumann, des anthropologues comme Margaret Mead, et puis des ingénieurs, des psys. Un vrai mélange. Absolument. L'idée de la fondation qui finançait ça, la fondation Massy, c'était de faire tomber les murs entre les disciplines. Ils étaient persuadés que les blocages scientifiques venaient d'un problème de communication. Et pour notre exploration d'aujourd'hui, on se base sur quoi au juste? Sur ce qui nous reste de ces discussions, des extraits de comptes rendus, des souvenirs personnels. Surtout ceux de von Forster, j'imagine. Exactement. C'est une fenêtre incroyable sur ces échanges. Mais c'est une fenêtre incomplète. Ah oui. Pourquoi? Parce que les enregistrements des 5 premières conférences ont été perdus. Ah, d'accord. Du coup, ça transforme un peu ces événements en mythes, en une sorte de tradition orale de la science du XXe siècle. Donc notre but, ce n'est pas juste de lister des découvertes, mais plutôt de retrouver l'esprit de ces rencontres. Exactement, c'est ça. On va essayer de comprendre ce qui s'y est joué, comment de ce chaos apparent a pu émerger une nouvelle façon de penser. Une nouvelle façon de voir les machines, le cerveau et même la société. Voilà. Et ce chaos, si je comprends bien, il était voulu. Ah oui, complètement. C'était tout sauf un accident. Les comptes rendus décrivent une atmosphère à l'opposé du symposium académique classique. Où chacun vient présenter ses résultats bien ficelés. Là, c'était l'inverse. On avait l'impression que le but, c'était de venir avec ses problèmes, pas avec ses solutions. Une stratégie, donc. Une stratégie délibérée. Le chef d'orchestre de ce chaos organisé, c'était le président des conférences, Warren McCulloch. Il l'a avoué? Ah oui, avec une certaine malice, plus tard. Il a dit, je cite en substance, « J'ai délibérément donné la parole aux mécontents, à ceux qui doutaient, même de manière déraisonnable. Pourquoi? Quel était le but? Forcer tout le monde à rester sur le qui-vive, à devoir justifier les bases de sa propre discipline face aux autres. Personne ne pouvait se cacher derrière son jargon. » C'est dans cette ambiance un peu électrique qu'un nom va naître pour tout ça. Et l'anecdote de Heinz von Forster est assez savoureuse. Ah, l'histoire de l'éditeur ? Oui, À la fin de sa première conférence, on lui annonce que, comme son anglais est jugé, disons, un peu trop mauvais, il est nommé éditeur des actes. c'est une méthode d'apprentissage un peu brutale, hein? La logique étant que ça l'obligera à apprendre la langue très, très vite. Et ça a marché. C'est là qu'il fait une proposition qui va tout changer. Il est face au titre officiel des conférences, qui est un véritable monstre. Attendez, je l'ai là. Mécanisme de causalité circulaire et de rétroaction dans les systèmes biologiques et sociaux. Voilà, c'est long, c'est lourd. Du coup, il prend son courage à deux mains et il demande à l'Assemblée s'il ne pourrait pas appeler ça, tout simplement, cybernétique. Quelle réaction? Immédiate. On l'a décrit comme une vague de rires et d'applaudissements. Et Norbert Wiener, qui venait de publier son livre Cybernetics, Le père de la cybernétique. lui-même, il est tellement ému qu'il quitte la pièce les yeux humides. C'était un vrai baptême. Ce qui flottait entre les disciplines avait enfin un nom. Une identité. C'est ça. Et ça cristallisait parfaitement la vision de la Fondation de Maisy. Pour eux, le vrai enjeu, c'était la communication. Ils voyaient ça comme un problème de relations humaines, et l'étude de l'humain comme le seul lien possible entre toutes les sciences. Justement, parlons de la façon dont ils ont mis ça en pratique. Ils se sont attaqués à des questions fondamentales. L'une des plus fascinantes, c'est celle du cerveau et de la mémoire. Ah oui. Et là, c'est notre guide, von Forster, qui arrive, avec une théorie de la mémoire basée sur la physique quantique. Rien que ça. C'est audacieux pour l'époque. Carrément. En gros, il postule que chaque événement qu'on vit laisse des impressions élémentaires dans le cerveau. Ces impressions, elles ne sont pas gravées dans le marbre. Elle s'efface. Exactement, elles se dégradent avec le temps. Et son modèle mathématique est assez simple. Le taux de dégradation est proportionnel au nombre d'impressions qui restent. Plus il en reste, plus on oublie vite. Attendez juste pour être clair, quand on dit physique quantique ici, ça implique quoi?
Que les souvenirs ne sont pas des fichiers bien rangés, mais plutôt des états de probabilité? Quelque chose de plus flou? C'est exactement l'idée. L'impression n'est pas une chose, c'est un état qui peut se désintégrer. Et c'est là que son modèle, qui est purement théorique, débouche sur un truc très concret et assez génial. C'est-à-dire? Il se demande, que se passe-t-il quand on a de la fièvre? La température du corps augmente. D'un point de vue physique, ça accélère tous les processus de dégradation. Donc, nos souvenirs devraient s'effacer plus vite, c'est logique. Voilà, le cerveau doit donc compenser pour ne pas tout perdre. Mais comment va au pile augmenter? Il augmenterait le taux de mémorisation. C'est un processus qui vient renforcer les impressions pour contrer leur dégradation. Une sorte de rafraîchissement. Et c'est là que le lien se fait. Je vous suis. Si ce processus compensatoire s'emballe, si le cerveau se met à mémoriser plus vite qu'il n'oublie, Le patient devient délirant? Il est submergé par les souvenirs. ou des quasi-souvenirs qui se renforcent en boucle. C'est fascinant, non? Le modèle mathématique crée un pont direct entre un état physique, la fièvre, et un état mental, le délire. On essaye de quantifier le psychologique. J'imagine que ça a dû lancer des débats passionnés sur la capacité même de notre cerveau. Ah mais complètement. La discussion s'est tout de suite élargie. C'est quoi, au fond, la capacité de stockage de notre cerveau? Et ils avaient des exemples? On cite celui, devenu célèbre, d'un sémaphoriste de la Première Guerre mondiale. Un soldat qui transmettait des signaux avec des drapeaux. D'accord. Cet homme était capable apparemment de se souvenir d'une séquence de 100 lettres après l'avoir vue pendant seulement 10 secondes. C'est une quantité d'informations colossale. La question qui vient tout de suite, c'est où est-ce qu'on stocke tout ça? Est-ce qu'un souvenir est dans un neurone précis, comme une donnée dans une case mémoire? Ou est-ce que c'est plus compliqué? C'est le mathématicien John von Neumann qui apporte une réponse vertigineuse. Il fait un calcul, c'est ça? Un petit calcul, oui. Voilà. Pour un réseau de n neurones, combien de connexions possibles? Le résultat, c'est n puissance 2 puissance n. C'est un nombre qui dépasse l'entendement. Même pour un petit nombre de neurones. Exactement. Ce que ça suggère, c'est que l'info cruciale n'est pas dans les neurones eux-mêmes, mais dans l'organisation quasi infinie de leurs connexions. Donc le cerveau ne verrouille pas un souvenir dans un seul composant, il le distribue dans tout le système. Précisément. Le souvenir, c'est la configuration du réseau à un instant T. C'est un changement de paradigme complet. La mémoire n'est plus un entrepôt, c'est un processus dynamique. Et cette idée de réseau, de circuit qui peut bien fonctionner ou se bloquer, j'imagine que ça a dû parler aux psys présents dans la salle. C'est la transition parfaite. C'est là qu'ils commencent à aborder le mystère de la névrose. C'est exactement ça. Ils appliquent cette nouvelle grille de lecture, les circuits, les boucles, l'information, à la souffrance psychique. Et leur définition de la névrose, du coup, elle est différente. Oui, pour eux, la névrose ne se définit pas par l'acte lui-même. Un acte peut être sensé ou insensé. La différence se situe dans le déséquilibre entre les processus conscients et inconscients qui le produisent. Ils donnent des exemples très forts, comme celui de l'homme d'affaires qui tombe en dépression après avoir gagné son $1 000 000. Ou de l'écrivain qui se suicide après le succès de son grand roman. C'est l'échec dans le succès. Comment est-ce qu'ils expliquent ça? C'est un paradoxe total. L'explication, avec cette grille cybernétique, c'est que l'acte réussi au niveau conscient ne correspond pas du tout au but inconscient. D'accord. Ils utilisent un exemple frappant. Imaginez un étudiant qui, inconsciemment, veut développer ses biceps, mais qui, consciemment, décide que le meilleur moyen, c'est de devenir un expert en grec ancien. Le lien est ténu, on va dire. Inexistant. Mais imaginons que cette conviction soit ancrée en lui. Il travaille, il devient le plus grand helléniste du monde, il est couvert de lauriers. Succès total, donc. Sauf que ce succès sera toujours vécu intérieurement comme un échec, parce que le but profond, irrationnel, Avoir de plus gros biceps voilà. Ce but-là n'a pas été atteint. La boucle n'est jamais bouclée. est une image très puissante de la répétition. Et il décompose ça en plusieurs ingrédients. Il y a cette dichotomie conscient-inconscient, la dissociation des pulsions, Qui se manifeste de manière symbolique, détournée. et le dernier ingrédient qui est crucial, la répétition obligatoire. Comme l'impulsion poursuit un but symbolique, un leurre, elle ne peut jamais être satisfaite. Le comportement se répète à l'infini, comme un disque rayé. C'est ça. Et c'est là que la cybernétique vient reformuler le concept freudien, un peu vague, d'énergie psychique bloquée. C'est McCulloch, l'ingénieur, qui propose autre chose. Il propose une analogie tirée de l'ingénierie des télécoms. Pensez en termes de relais neuronaux bloqués,
dans un processus répétitif. Un circuit fermé qui tourne en boucle sur lui-même. Exactement. Une partie du cerveau est littéralement occupée par ce circuit, ce qui réduit la capacité du système à traiter de nouvelles infos, à être flexible. Attendez, cette idée de relais bloqué, c'est une métaphore forte, c'est sûr, mais est-ce que ça n'a pas été critiqué à l'époque, comme étant trop mécaniste? Réduire la souffrance humaine à un problème de circuit électrique? C'est une excellente question. Et oui, bien sûr, cette approche a été vue comme réductrice. Mais pour les participants de Macy, ce n'était pas une réduction, c'était une traduction. C'est-à-dire? L'idée n'était pas de dire « la névrose est un circuit bloqué », mais plutôt « penser la névrose comme un circuit bloqué nous donne un nouveau langage ». On passe d'une métaphore énergétique à une métaphore informationnelle. C'est un changement d'outil. Je vois. Et finalement, tous ces thèmes, la mémoire, la névrose, le fonctionnement d'un groupe, tout ça nous ramène au problème central, la communication, le langage. Exactement. Le langage, c'est le tissu qui relie toutes leurs discussions. Et l'anthropologue Margaret Mead partage une expérience de terrain qui est formidable pour illustrer ça. Elle raconte son apprentissage d'une langue primitive. Oui, et elle dit qu'il est impossible de commencer par « bonjour » ou « comment ça va ». La toute première chose à maîtriser, ce sont les termes de parenté. Oncle, tante, cousin, pourquoi cette priorité absolue? Parce que dans cette société, il est impossible d'interagir avec quelqu'un sans savoir comment s'adresser à lui selon son statut familial. Le langage n'est pas un dictionnaire. C'est un outil qu'on acquiert en participant à la structure sociale. Apprendre la langue, c'est apprendre la culture. Le contenant et le contenu sont indissociables. Donc le langage est une structure qui nous précède et nous façonne. Et c'est une structure avec ses propres règles cachées. Absolument. Et c'est Claude Shannon, le père de la théorie de l'information, qui a mené des expériences fascinantes là-dessus. Pour montrer à quel point notre langue est prévisible. Oui, son protocole était très simple. Il donnait le début d'une phrase à des gens et leur demandait de deviner la lettre suivante, puis la suivante, et ainsi de suite. Et le résultat ? Il a pu calculer que l'anglais écrit est redondant à environ 50%. La moitié femme. Ça veut dire que la moitié de ce qu'on écrit est, en théorie, superflu. En quelque sorte, oui. C'est déterminé par la structure de la langue. Le langage est une structure hautement prévisible. On navigue sur un océan d'attentes statistiques. C'est tout à fait ça. Il y a une anecdote amusante dans le compte-rendu. On a demandé au sujet de faire le même exercice, mais en devinant une phrase, à l'envers. De la fin vers le début, ça doit être beaucoup plus difficile. Ils y arrivaient presque aussi bien, mais l'effort psychologique était immense. Ça montre à quel point notre cerveau est câblé pour anticiper dans une seule direction. Alors si le langage est si redondant, ça mène à une conclusion assez profonde sur la fonction du dialogue. Souvent, le but n'est pas l'échange d'informations nouvelles. Quand on parle de la météo avec un voisin, on ne cherche pas vraiment à connaître la température au dixième de degré près. Exact. Donc, si on ne cherche pas l'info, qu'est-ce qu'on fait? On se rassure. On vérifie qu'on est bien sur la même longueur d'onde. C'est exactement ça. On confirme implicitement qu'on partage le même langage, au sens large. Les mêmes codes, la même réalité. C'est une vérification constante des règles du jeu. Et c'est pour ça que quand quelqu'un ne réagit pas comme prévu, ça peut provoquer une anxiété ou une colère si intense. Oui, ce n'est pas l'information qui est rejetée, c'est notre monde commun qui est remis en cause. Alors, que retenir de tout ça? En y repensant, ces conférences Macy, c'était bien plus qu'une discussion sur la cybernétique. C'était une expérience de communication en elle-même. En forçant des gens de disciplines différentes à forger un langage commun, elles ont permis de voir des parallèles, des analogies entre des systèmes qui semblaient n'avoir aucun rapport. Le cerveau, un missile autoguidé, une société. C'est ça. Et le concept clé qui a émergé de ce ping-pong à 20 joueurs, c'est celui de causalité circulaire et de rétroaction, le fameux feedback. L'idée qu'un effet peut revenir sur sa cause et la modifier. Ça semble évident aujourd'hui, mais à l'époque, c'était révolutionnaire. C'était une nouvelle façon de comprendre comment un système, qu'il soit biologique ou mécanique, maintient son équilibre. Comment il apprend, comment il évolue. On ne pense plus en ligne droite, de A vers B. Mais en boucle. La sortie du système en devient une des entrées. C'est ça. Et c'est peut-être là-dessus qu'on peut laisser une dernière pensée. Au cours de leur discussion, ils ont parlé du cercle vicieux de la névrose. Ce circuit répétitif qui enferme l'individu. Et en parallèle, ils ont analysé le cercle nerveux qui relie nos muscles à notre cerveau. Cette boucle de feedback qui nous permet d'apprendre à marcher, à saisir un objet. La question qui se pose donc, c'est jusqu'à quel point ces boucles de rétroaction qui nous régissent sont-elles fondamentalement les mêmes
qu'elles produisent l'apprentissage et la stabilité d'un côté, ou qu'elles créent, lorsqu'elles sont déréglées, les schémas rigides de la souffrance psychique de l'autre. et si au fond, le mécanisme de la guérison n'était qu'une question de recalibrage de ces boucles.